Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et nous sommes mercredi et on se retrouve comme chaque semaine pour passer 1 heure ensemble pour s'occuper de gérer au mieux votre patrimoine. Et nos meilleurs experts vont se succéder au micro de Radio Patrimoine pour vous accompagner, vous donner des pistes de réflexion, des idées d'investissement, des thématiques peut-être pour égayer un petit peu la richesse de vos placements. C'est parti, on donne le coup d'envoi de Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour ouvrir notre session hebdomadaire, on accueille Florence Roche. Bonjour Florence. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous, directrice de la gestion immobilière chez Turgot AM. Et on va parler notamment de cette SCI que vous pilotez via Génération. Avant de rentrer vraiment dans le détail et d'expliquer un petit peu en quoi nos épargnants peuvent trouver une raison d'investir dans cette SCI, peut-être nous rappeler un petit peu ce qu'elle est, son positionnement, qu'est-ce qu'on peut en dire, bref, nous signer une petite fiche de présentation. Alors le fonds Via Génération est une SCI qui est commercialisée en unité de compte dans des contrats d'assurance vie. Elle a été créée en 2017 avec une thématique sur le démembrement viager. À l'époque, on était les premiers à lancer un fonds sur ce thème du viager, avec une volonté de dépoussiérer un petit peu l'image du viager et surtout de répondre à un double enjeu qui était du vieillissement de la population et puis du bien vieillir. Et donc, en achetant en nue propriété des biens auprès de seniors, ça permet en fait ces seniors vendeurs de se maintenir à domicile dans un environnement qui leur est familier et dans des meilleures conditions puisqu'ils touchent une somme d'argent dont ils peuvent disposer comme ils le souhaitent pendant l'usage de leur bien à vie. Donc concrètement, entre guillemets, le vendeur, la personne âgée, comment ça se passe pour lui ? Alors ça s'adresse à tous les seniors qui ont plus de 60 ans, qui disposent d'un bien. Ça peut être soit un appartement, soit une maison. C'est possible de le faire en France entière. Et donc le fonds vient acquérir auprès du senior la nue propriété de son bien, avec une décote qui est en moyenne de 40% sur notre portefeuille. D'accord. Et le senior peut donc conserver l'usufruit de son bien à vie. L'avantage du fonds institutionnel, c'est que c'est un investissement qui est anonyme pour le senior, mais qui lui permet aussi d'avoir cet accompagnement professionnel, notamment dans toutes ses démarches, dans le suivi des gros travaux. Et puis, on a un montage qui est un petit peu innovant par rapport à du viager classique, puisqu'on est sur un modèle qui est 100% bouquet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rente, donc il n'y a pas d'aléa sur ce versement de loyer, et ça permet aux seniors de disposer tout de suite du montant maximal, d'en disposer comme ils le souhaitent. Donc ça, c'est côté vendeur, et parce que c'est une histoire à trois, j'ai envie de dire. Il y a le vendeur, il y a vous, et puis il y a aussi l'investisseur. Du côté de l'investisseur, ça se passe comment ça ? Alors effectivement, du côté comment on crée de la valeur ? Du côté de l'investisseur, donc c'est, comme je le disais, c'est commercialisé en unité de compte dans des contrats d'assurance vie. Donc pour l'investisseur final, c'est vraiment l'opportunité d'avoir un investissement qui est diversifié. On est déjà sur une classe d'actifs qui est résidentielle, ce qui permet aujourd'hui de créer de la valeur. On l'a vu, c'est une classe d'actifs qui a très bien résisté cette année dans un contexte qui est compliqué. Et puis surtout, c'est l'avantage d'avoir un montage assez vertueux, donc le démembrement, puisqu'on vient acheter donc en nue propriété avec une décote, et donc on a un remembrement automatique, c'est ce qu'on appelle la performance embarquée, et qui est complètement décorrélé des cycles économiques. C'est vraiment automatique, chaque année le bien se remembre. Comment est-ce que vous sourcez, entre guillemets, comment est-ce que vous investissez sur quel type de bien ? Parce qu'on pourrait se dire finalement, ok, il y a l'espèce d'impact un peu social qui est de se dire on va permettre à un senior de rester dans son bien immobilier. On peut avoir la contrepartie de se dire finalement ce bien immobilier aussi auquel tient le senior, c'est peut-être un bien qui est un petit peu vieillot, un petit peu dégradé, surtout en ces périodes où on parle beaucoup de passoires énergétiques, etc. Aujourd'hui, comment est-ce que vous sélectionnez finalement vos biens ?
Alors, on a eu un positionnement historique sur la SCI qui a été plutôt un positionnement prime. Déjà par notre positionnement géographique, même si on est sur la France entière, on a une prépondérance en Île-de-France et à Paris et en région PACA. Et on a une vraie volonté de se positionner plutôt sur des biens haut de gamme. On a une valeur moyenne de nue propriété qui est de 1,3 million. Donc, c'est à peu près l'équivalent de 2 millions en pleine propriété. Et c'est vraiment une stratégie d'investissement qui a apporté ses fruits, en tout cas sur la performance du fonds. L'objectif, il est également de prendre des biens qui sont plutôt en bon état. Après, on a aussi une durée moyenne d'espérance de vie qui est de 15 ans sur notre fonds. Donc, on veille à l'entretien récurrent, mais il y a aussi une volonté du fonds de pouvoir faire des travaux, alors soit en cours de vie s'il y a une volonté du senior, soit au moment où on récupère la pleine propriété du bien, et pour pouvoir remettre sur le marché des biens, notamment avec une meilleure note DPE et qui ne seront pas des passoires thermiques. Alors justement, je vais prononcer un gros mot. Ça donne quoi en termes de perf ? Quels sont les résultats finalement ? Alors, en termes de performance, on a un fonds qui est très résilient, puisqu'on reste en phase avec nos objectifs de performance qui sont supérieurs à 5%. On a là, à date, une performance annualisée qui est de 5,13%. Et on a vu que le fonds se comportait bien malgré des contextes compliqués. En 2023, on a une performance à fin d'année qui est de 3,46%, ce qui montre qu'on a des bons fondamentaux sur le fonds. Et on a plutôt bien démarré 2024, puisqu'à mi-mai, on a une performance de l'UC qui est de plus 1,8%. Donc, ce qui nous permet de rester en phase avec notre objectif et d'avoir une SCI qui est aujourd'hui la meilleure dans sa catégorie sur 5 ans. Alors, si on se projette un petit peu, parce que vous nous avez rappelé quand même que c'est un fonds qui a un certain historique, une SCI qui sait faire... On fait comment quand on gère un produit qui fonctionne, qui a des perfs, qui est bien installé, ça ronronne, ou au contraire il faut rester innovant, il faut aller chercher de nouvelles idées, de nouvelles zones d'investissement, de nouvelles façons aussi peut-être de vendre le produit à des seniors, à des investisseurs. Enfin voilà, c'est quoi vos ambitions, votre feuille de route finalement pour l'avenir ? Alors, effectivement, non, ça ne ronronne pas. On est toujours très actif au quotidien. Il y a une vraie volonté déjà aussi de faire connaître toujours plus le produit, même si ça s'est bien démocratisé depuis quelques années. Mais l'objectif, est de montrer tout l'intérêt de ce montage pour les seniors. Rappeler que le viager, c'est pas un pari sur la mort. Enfin, voilà. Exactement. Et que tout l'avantage d'être accompagné par un institutionnel, de développer aussi notre réseau de sourcing. Il est aujourd'hui très large. On travaille avec des viagéristes, des agences immobilière, mais c'est un travail qui se fait au jour le jour pour faire connaître aussi notre modèle. Et puis il est aussi dans la gestion de tous les jours. Aujourd'hui, avec aussi une nouvelle étape qui va arriver, puisque finalement on a un fonds qui est relativement jeune, qui a 7 ans. On va avoir des premières libérations et donc on récupère les biens en pleine propriété. Et donc on va aussi avoir une phase de revente, ce qui se permet aussi de dégager des plus-values pour la performance. Et puis avec cet enjeu, comme je vous le disais, de travaux, notre objectif, il est vraiment de pouvoir remettre sur le marché des logements qui sont en bon état et donc de s'inscrire aujourd'hui dans cette problématique de crise du logement et puis de réinvestir le cash qui est libéré par ces reventes pour continuer en fait à maintenir le maintien à domicile des seniors. Juste pour terminer, je suis senior aujourd'hui, je rentre dans le cadre. J'avais pas tellement envie de faire du viager parce que justement c'était pas anonyme, parce que j'avais affaire à quelqu'un dont j'avais un peu l'impression qu'il attendait que je passe l'arme à gauche, quoi. Aujourd'hui, je peux me tourner vers vous en tant que senior, vous appeler chez Via Génération en vous disant venez voir ma maison, elle est pas si mal et peut-être qu'elle elle pourrait rentrer dans votre fonds, ou vraiment vous travaillez qu'avec des réseaux, il faut que je vois d'autres gens entre guillemets. Alors non, complètement, les seniors peuvent s'adresser directement à nous. Après, c'est vrai qu'on travaille avec quand même beaucoup d'intermédiaires et donc en fonction après des opportunités, on pourra les rediriger aussi vers des personnes qui seront aussi à même de les accompagner, de leur expliquer tout le process. Mais il ne faut pas hésiter à nous contacter directement pour comprendre le fonctionnement et l'intérêt du fonds.
Eh ben, merci beaucoup d'être passé nous voir sur Radio Patrimoine dans Cœur de Patrimoine pour nous présenter cette SCI Via Génération. Florence Roche, donc pour Turgot AM. À très bientôt. Merci Cédric, merci à bientôt. D'être passé. À tout de suite. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. Et dans Cœur de Patrimoine, on accueille à présent Julien Serraki. Bonjour Julien. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous sur Radio Patrimoine, patron de la CNCGP. Et quasiment dans une semaine, à Gaveau, à Garnier, le Midsommar, deuxième acte 2 de ce Midsommar, grand événement qui coïncide, c'est à chaque fois comme ça, avec l'Assemblée Générale, 25e Assemblée Générale de la CNCGP, et un programme prestigieux. Il n'y a pas que les lieux qui sont prestigieux, il y a des invités aussi. Les lieux sont prestigieux, la salle Gaveau et puis surtout l'Opéra Garnier. C'est quand même pas rien de privatiser l'Opéra Garnier. Tout le bâtiment sera pour nous à partir de 19h et jusqu'à 2h du matin. Et puis effectivement, on a la chance et l'honneur d'avoir le ministre des Finances et de l'Économie, Bruno Le Maire, qui va venir à 18h à la salle Gaveau. Et on va avec lui discuter des sujets d'actualité qui animent son ministère. C'est important de voir que le ministre reconnaît, alors le terme est peut-être un peu fort, vous savez que les journalistes, on aime bien jouer avec des mots qui ronflent, mais reconnaît finalement cette profession que sont les conseillers en gestion de patrimoine. Non, mais je crois qu'on peut utiliser le mot. C'est une reconnaissance de l'importance du métier dans l'économie française. Aujourd'hui, les CGP sont devenus un métier qui est connu. Quand on va à un dîner en ville et qu'on dit « je suis conseiller en gestion de patrimoine », eh bien, quand je disais ça il y a 10 ans, on croyait que je travaillais au ministère de la Culture. Eh bien, je peux vous assurer que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, c'est un métier reconnu les conseillers de mon association conseillent plus de 100 milliards d'euros d'encours financiers. Donc, vous voyez que ça commence à être des montants très importants. Et donc, la venue du ministre, est une reconnaissance de l'importance de ce métier. Bon, à part Bruno Le Maire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se dire d'autre au cours de ce Midsommar? Donc dans l'après-midi, on a la salle Gaveau. Donc à 14h, on fait notre assemblée générale avec tous nos adhérents. C'est l'administratif, on va dire. Ça, c'est l'administratif, exactement. Et puis ensuite, on a vers 16h une table ronde pour parler de la RIS, la Retail Investment Strategy, donc ce qui est en train de changer dans notre métier du point de vue réglementaire. On aura la CPR, on aura le ministère des Finances, on aura le comité consultatif des services financiers qui sera là. Enfin bon, évidemment, du beau monde. Ensuite, Bruno Le Maire. Et à la fin, à 19h, quand Bruno Le Maire a terminé son intervention, là, attention les yeux, on va partir tous ensemble au Palais Garnier, à l'Opéra. Et là, on a prévu une soirée qui va être absolument extraordinaire. Évidemment, je garde la surprise, mais je peux vous assurer que la première seconde, la première vision va rester incrustée dans votre rétine. Pour vous attirer, je vais vous dire une chose que m'a confié le directeur de l'Opéra. Il m'a dit, en 150 ans, on n'a jamais vu ça. Bon. Donc là, tous les membres qui n'ont pas encore répondu, ils regrettent un petit peu. Mais ils peuvent toujours s'inscrire. Ils peuvent toujours s'inscrire. Bon, justement, vous nous parliez de ces conseillers en gestion de patrimoine et vous venez de publier, parce qu'il y a pas mal de publications à la CNCGP ces derniers temps et on va y revenir et on en a déjà parlé il y a quelques temps, mais vous publiez un baromètre, premier baromètre entre guillemets de la CNCGP. Alors attention, c'est pas un bottin du téléphone, c'est assez synthétique, mais ce sont plein de chiffres, plein de données qui permettent justement de mieux comprendre, de mieux connaître et j'imagine dans l'avenir de mieux suivre cette profession, c'est ça ? Oui, tout à fait. L'idée nous est venue en discutant avec des banques d'affaires qui conseillaient des fonds d'investissement qui voulaient investir dans le capital de conseil en gestion de patrimoine. Ils nous disaient, mais votre métier est formidable, on veut absolument investir dedans, mais on n'a pas de chiffres sur votre métier. Et là, on s'est dit, mais nous, à la Chambre, on a plein de chiffres. On a plein de chiffres parce que quand vous êtes adhérent de la Chambre, vous devez prendre la RC, la responsabilité civile de la Chambre. Et donc, vous devez faire une déclaration de chiffre d'affaires qui est absolument officielle parce qu'évidemment, vous avez intérêt à ce qu'elle soit bonne parce que c'est ce qui vous couvre derrière. Et donc, on avait tous ces chiffres et on les exploitait pas. Et donc, on a voulu sortir ces chiffres de notre CRM et montrer, et même démontrer, que notre métier était en pleine croissance. Et ça, l'idée du baromètre, c'est de prouver que ce qu'on dit depuis des années et des années est vrai. Et là, on le prouve avec des chiffres. Et alors, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet, par exemple, de faire un petit peu un portrait robot. Le CGP, c'est quoi ? C'est un homme, c'est une femme, il a quel âge ? Il emploie combien de salariés ? Son cabinet fait quelle taille ? Quel chiffre d'affaires ? Enfin, c'est tout ça, on le sait dans ce baromètre. Exactement. Le CGP, il a 48 ans ou 49 ans en moyenne.
une CGP dirigeante de cabinet sur 5 est une femme, et c'est un chiffre en croissance constante. Parmi les salariés des cabinets de CGP, eh bien, on a une femme et un homme, c'est-à-dire c'est du 50-50. Et puis surtout, on a un métier qui est en pleine croissance. Le chiffre d'affaires des cabinets de CGP, on a étudié sur 3 ans, 2020, 2021, 2022. Là, les chiffres 2023, on est en train de les récolter, donc on les publiera l'année prochaine. Et bien sur ces 2022, on a une croissance du chiffre d'affaires moyen des CGP qui est de 25%. C'est quand même considérable. Et c'est beaucoup plus rapide que n'importe quel chiffre dans l'écosystème de l'épargne. Vous avez prononcé le mot de fonds d'investissement qui voudraient investir parce que oui, on peut investir aussi dans le monde de cette gestion de patrimoine. Et d'ailleurs, on a vu pas mal de rachats, de cabinets, etc. Enfin, ça bouillonne aussi beaucoup, pas qu'à la CNCGP, dans ce monde-là. Et du coup, il y a une espèce de questions qui se posent, de se dire est-ce que c'est une consolidation de ce secteur qui était très éclaté? Est-ce que c'est une concentration? Enfin, comment est-ce que vous choisiriez quel mot, vous d'ailleurs, Julien Serracchi? Alors c'est vrai que c'est une question qu'on me pose très souvent. On me dit mais il y a une concentration du marché, les acteurs sont de plus en plus gros, il va rester plus qu'une dizaine d'acteurs et ce sera terminé. C'est absolument pas ça ce qu'on constate, puisque il y a de plus en plus de CGP en France, de plus en plus de cabinets de CGP. Donc il n'y a pas de concentration, parce que la concentration c'est la réduction du nombre d'acteurs. Nous, on est en expansion. Et en même temps, c'est une consolidation parce que les CGP, les cabinets de CGP ont un chiffre d'affaires qui se développe et les acteurs sont de plus en plus gros. Et ça, le fait d'avoir des acteurs de plus en plus gros et dans un nombre de plus en plus important, ça ne peut s'expliquer que dans une configuration qui est la prise de part de marché. D'accord. Mais malgré tout, est-ce qu'on doit redouter, comme vous le laissiez entendre au début, qu'on ait de plus en plus affaire à des grosses machines, entre guillemets, et finalement peut-être de perdre un petit peu d'un des gros avantages qui était le CGP pendant longtemps par rapport à sa banque de réseau pour gérer son patrimoine, c'est qu'en fait, et moi j'aime bien cette image de dire que le CGP c'est un peu le médecin de famille qui connaît tout, qui sait à quel moment on va devoir s'adresser à un notaire, à quel moment on va devoir faire appel à un fiscaliste, voilà. Est-ce que si jamais ça se concentre trop, on va pas perdre un petit peu cet accès direct qu'on avait à son CGP et devoir avoir ses CGP? L'évolution en fait, des gros cabinets de CGP, c'est qu'ils verticalisent les savoir-faire pour donner une horizontalité de service à leurs clients. C'est ça ce que fait un gros cabinet de CGP. Et effectivement, un client qui va avoir une multitude de services à disposition, une sorte de guichet unique, eh bien, effectivement, il va aller voir l'un de ces grands cabinets de CGP. Mais il y a beaucoup de clients aussi qui veulent garder un intuitu personnel très fort avec leurs conseillers, qui veulent avoir en face d'eux le type qui prend les décisions. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a de la place pour tout le monde, parce que ça va dépendre de ce que le client recherche. S'il recherche une proximité et une relation très étroite avec son conseiller, il va aller plutôt sur des cabinets de petite taille. S'il cherche une multitude de services, il va plutôt aller sur des cabinets de grande taille. Je le disais, au moment d'aborder ce baromètre, vous publiez pas mal à la CNCGP. Il y a ce guide pratique de la durabilité. Alors, on en a déjà parlé avec Pascal Bossan, qui porte cette commission durabilité. Tout le monde connaît l'engagement historique de Pascal dans ces domaines de tout ce qui est ESG, ISR, durabilité, etc. Pourquoi avoir décidé finalement d'une commission de la durabilité? Pourquoi avoir porté ce guide aussi en tant que patron de la CNCGP? C'est de se dire il fallait aussi qu'on ait ce petit opuscule pratique là pour que justement chacun qui n'a pas forcément les connaissances, le savoir de Pascal Bossan par exemple, en profite dans sa relation avec ses clients, dans le discours qu'il porte, dans le choix des produits, Ouais, effectivement, j'ai demandé à Pascal Bossan de nous rejoindre au conseil d'administration de la Chambre parce que c'est une spécialiste des investissements durables. Et Pascal, elle a publié déjà plusieurs livres sur le sujet et je connaissais évidemment sa connaissance très approfondie du sujet. Ce qui est intéressant, c'est que c'est plus un choix aujourd'hui d'investir dans le développement durable. C'est une obligation quasi réglementaire. Il y a toute une réglementation maintenant qui nous demande de récolter auprès de nos clients leur sensibilité à ces thématiques, on va dire ESG, d'une manière générale. Et donc, Pascal, grâce à ce guide, a fait la synthèse de toutes nos obligations réglementaires, de tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, de comment est-ce qu'on récolte l'information auprès du client, et puis une fois qu'on a récolté l'information, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on sélectionne les fonds en fonction de la sensibilité du client? Alors, en fait, la question fondamentale, c'est pourquoi
Est-ce que la réglementation dirige les investissements de plus en plus vers la finance durable? C'est pour une raison simple. Rien que pour la France, pour la transition écologique, on parle de centaines de milliards, voire de milliers de milliards d'investissements en fonction de la période étudiée. Rien que pour la France. Évidemment, ce ne sont pas les États qui sont surendettés aujourd'hui qui vont pouvoir faire ces investissements-là. C'est le secteur privé qui va le faire. Et le secteur privé, il a un outil très efficace pour allouer les capitaux, c'est la finance. Donc il n'y aura pas de transition écologique sans les financiers et donc sans les CGP. Et c'est aussi que ça sert. C'est aussi à ça que ça sert une chambre comme la CNCGP, ou les grands syndicats. C'est aussi de guider comme ça et de donner un petit opuscule pratique à ses adhérents pour leur dire, voilà, vous n'êtes pas seul, vous avez de quoi mieux savoir, mieux comprendre, mieux appréhender. Oui, tout à fait, vous l'avez dit Cédric, on publie beaucoup à la CNCGP parce qu'on essaye de fournir le maximum d'outils à nos adhérents et c'est notre rôle de leur expliquer, de faire de la pédagogie. C'est pas que C'est pas que la fête. C'est pas que la fête, on fait beaucoup de travail derrière évidemment. En tout cas, il y aura quand même ce Midsommar et bien évidemment on vous accompagne la semaine prochaine avec Radio Patrimoine dans cet événement. Merci d'être passé dans Cœur de Patrimoine, Julien, et à très bientôt. Merci Cédric, à bientôt. Julien Serracchi, le président de la CNCGP sur Radio Patrimoine. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. Et les marchés sont à l'honneur dans Cœur de Patrimoine, comme régulièrement on essaye de prendre un petit peu le pouls de ce qui se passe dans cette conjoncture, du côté de nos banquiers centraux, des agences de notation, tous ces mots que vous pouvez entendre dans votre vie économique et qu'il convient de conjuguer avec vos placements, avec votre patrimoine. Et pour ce faire, Hervé Gouletker est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour Cédric. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Cœur de Patrimoine, conseiller économique chez Accuracy. Quelle lecture on peut faire justement de ces marchés? C'est vrai qu'on parle beaucoup des banques centrales, des agences de notation, il y a du mouvement. Ça donne quoi? Ça nous fait lire les marchés de quelle façon? Alors, si on voulait traduire cela en un mot, on dirait que les marchés sont assez têtus parce qu'ils étaient partis il y a un certain temps, à la fin de l'année dernière, sur une histoire simple. L'activité économique tiendrait le coup, l'inflation ralentirait et donc, au titre du reflux des prix, on aurait une baisse assez marquée des taux directeurs, les taux d'intérêt à court terme donc, qui commenceraient dès le début de l'année et qui seraient d'une bonne ampleur sur l'ensemble de l'année. Là où on en est aujourd'hui, sur l'activité, ça se passe à peu près comme les marchés l'avaient prévu. Ouais. Sur l'inflation, on n'y est pas, c'est-à-dire que il en reste. Le reflux est comme stoppé, et donc, les anticipations sur la politique monétaire, sur les taux d'intérêt à court terme, ont été tout de même spectaculairement revues. On ne parle plus aux États-Unis que d'une baisse peut-être de 25 centimes, et puis si on en a 2 ou 3 en zone euro, on dira la performance est à saluer. Donc en fait, l'histoire a quand même passablement changé, mais finalement, si on focalise sur les marchés actions, on ne peut pas dire que ça ait perturbé beaucoup. Ils ont été haussiers. Alors pour le moment, ils sont peut-être dans une période plus stable, plus interrogative. On sait que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Mais il n'y a pas eu de correction. Ouais. Là où on aurait pu se dire, avec la nécessité de revoir l'histoire, on aurait de la pression baissière sur les actions. Malgré tout, il y a une question un peu de calendrier aussi, et notamment de l'autre côté de l'Atlantique, avec la Réserve fédérale américaine, qui est confrontée aussi à un calendrier politique. Or, on sait que dans une forme traditionnelle, il est convenu, c'est pas écrit où que ce soit, mais il est convenu que la Fed ne doit pas ou s'interdit d'influencer la période électorale. Ça limite un petit peu sa marge de manœuvre, non, à notre Réserve fédérale? Les deux lignes de force quand on essaie de mêler politique économique et élections aux États-Unis, la première, c'est que normalement, quand on voit le panorama de croissance aux États-Unis, on vient de le dire, il est plutôt bon. Normalement, ça devrait faire une victoire de sénateur pour le président Biden. Or, on voit que ce n'est pas le cas. Les sondages nous disent qu'aujourd'hui,
on n'est pas capable de dire qui est-ce qui gagnera. Et face à la surprise que Biden ne soit pas en tête, il y a une inclinaison à dire « et si Trump peut gagner ?» C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la posture de la Banque centrale est de dire « moi, je regarde l'économie, je regarde l'inflation, le chômage, scrogneux, ne me parlez pas d'élection ». Bon, il n'empêche que la Banque centrale rapporte au Congrès, au Parlement américain, et donc ne peut pas être complètement indifférente. Et donc, à un moment compliqué comme celui que l'on vit, c'est vrai que la solution de la neutralité peut être confortable. Il n'empêche que aujourd'hui, la Maison-Blanche, le Sénat, contrôlé de justesse par les démocrates, aimerait bien la divine surprise d'une baisse des taux, parce que ça signifierait que l'inflation a reflué et tout serait plus simple pour Biden. Quant à Trump, il dit « je ne suis pas satisfait du rôle de la gestion monétaire de la Banque centrale. Vous allez voir, je vais remettre de l'ordre dans tout ça. » Donc l'environnement est très compliqué, vraisemblablement assez original pour la Banque centrale. Je pense que dans ce contexte-là, elle va faire simple. Elle va dire, si les conditions sont réunies, je baisserai les taux avant cette élection, comprendre si l'inflation a reflué. Voilà, le pari que l'on peut faire là-dessus. Lisons les ventes de détail, les prix, et c'est tout. Hein. Voilà. Malgré tout, il y a quand même une question, c'est que vous nous avez dit, les marchés, jusqu'à présent, ont plutôt bien vécu les choses, sont restés dans leur scénario, etc. Si le différentiel de taux s'accroît entre les deux rives de l'Atlantique, en clair, si la Fed bouge pas ou peu, et que la BCE, elle, bouge plus, ça pourrait jouer sur le dollar, enfin sur l'euro-dollar, sur la parité, et du coup, ça pourrait compliquer un peu l'histoire des marchés, que ce soit d'ailleurs du côté action ou peut-être du côté obligataire. Enfin, tout ça serait peut-être un petit peu compliqué à gérer de façon stable, on va dire. Alors, il y a deux dimensions dans le point que vous soulevez, Cédric. La première dimension, c'est que un peu mécaniquement, si la BCE baisse ses taux, la Fed américaine reste dans l'expectative, ça créerait des pressions haussières sur le dollar, baissières sur l'euro. Et ça serait un peu le paradoxe de l'environnement de la BCE. Elle aurait justifié sa baisse des taux par une inflation qui se comporterait mieux, et en même temps, elle importerait un peu plus d'accélération des prix. Donc, ça serait pas très confortable. Ça, c'est pour les anticipations de politique monétaire. Alors, elles ont peut-être pas trop joué jusqu'à maintenant dans le comportement des marchés. Habituellement, ça joue pas mal. Donc, faisons attention. Et puis, le deuxième élément de nature plus technique, c'est que si on insuffle de la volatilité sur le marché d'échange, qu'est-ce qui va se passer sur le dollar, quelles sont les implications sur les taux de change du dollar par rapport à d'autres devises, on pourrait craindre, dans ce cas-là, un élargissement de ce surcroît de volatilité aux autres classes d'actifs. Alors, sur le marché des taux, on le comprend bien, mais si ça s'étendait au marché des actions à un moment où il y a quand même des doutes sur le scénario à retenir, ça impliquerait tout de même, enfin, ça allumerait un clignotant. Faisons encore un peu plus attention sur le marché actions. Bon, on a dit pas mal de choses sur ces banques centrales et sur un petit peu le driver que ça peut être pour les marchés. On a aussi, ces derniers temps, beaucoup entendu parler des agences de notation. Il y en a 3. Il y en a 2 qui ont a priori confirmé la note de la France. Il y en a une qui a bougé, qui a baissé cette note. Est-ce que pour un épargnant, est-ce que pour on va dire pas un professionnel de marché, est-ce que ça a une importance, ces agences de notation ? Ou bien est-ce qu'il faut savoir les relativiser quand on en entend parler ? Alors, on va dire qu'il faut savoir les relativiser parce que finalement, les agences de notation regardent la même réalité que les marchés de capitaux. Et si on croit à l'idée que les marchés anticipent, normalement, l'information sanctionnée par les agences de notation serait une information déjà intégré par les marchés. Donc, à ce titre-là, on dirait, il ne se passe rien. Je pense que c'est quand même un pas qu'il ne faut pas franchir. En fait, il
il y a deux réalités dans la notation du souverain français, celui que S&P a dégradé récemment. Il y a un côté fondamental. On dit, oui, il y a beaucoup de dettes publiques en France, dans un contexte de croissance qui n'est pas terrible, et donc ça nous crée un contexte de fragilité pour la remise en ordre des comptes publics. Bon, ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon parce que s'il y a un étouffement de la croissance par trop de déséquilibre des comptes publics, ça éclaboussera tout le monde. Bien sûr. Et l'autre point, c'est de dire, mais techniquement, on est à un moment où il y a de la recherche de placements obligataires, il y a de la recherche de placements obligataires de qualité, et en Europe, c'est l'Allemagne, mais comme l'Allemagne est très prudente dans la gestion... Elle n'a plus grand-chose à vendre, voilà, c'est ça. Donc en fait, on se dit, quel est le petit Allemand, et si le Français jouait le rôle de petit Allemand, et on dit, de ce côté-là, on ne craint rien, mais... Il y a quand même un équilibre entre le fondamental et le technique. Aujourd'hui, on met l'accent sur le technique. Prenons garde que si on n'envoyait pas quand même des messages de sérieux en matière de rééquilibrage des comptes publics, le fondamental se met à peser plus. Et dans ce cas-là, on le sait bien, tension sur les taux d'intérêt à long terme, toutes choses égales par ailleurs, ça pourrait ne pas être très bon pour les marchés actions. Et du coup, vous voyez plus de raisons d'avoir confiance dans nos marchés ou plus on va dire, d'éléments à surveiller ou de motifs de doute ? Alors, moi, j'appartiendrai à la deuxième catégorie au titre de ce très beau parcours des marchés actions depuis longtemps. On a quand même, alors encore plus aux États-Unis, mais ils pèsent tellement lourd sur la planète marché mondial. C'est 60% de la capitalisation action. On a des multiples de capitalisation, les PER, les Price Earning Ratio, comme on dit, qui sont très élevés. Il y a toujours des anticipations d'amélioration des résultats qui sont bonnes. Bref, il y a des marques de confiance très fortes face à une croissance économique, alors qui tient bien le coup, mais si on cherchait une dérivée première, dans quel sens sera l'inflexion demain, ça sera plutôt dans le sens de moins de croissance. L'ampleur du moins de croissance, on n'en sait rien. Du côté de l'Europe, on voit bien qu'on est à la peine en termes d'activité. C'est vrai, les multiples de capitalisation sont plus faibles, mais le potentiel de croissance derrière est moins bon. Donc, dans ce cas-là, ça crée une sensibilité aux États-Unis. Donc, moi, j'aurais plutôt envie d'être prudent et j'aurais envie de dire que l'inflation, moi, je me rangerais dans le camp de ceux qui, sans être effrayés, disent qu'on ne reviendra pas facilement au niveau antérieur. Donc, sur les taux d'intérêt, on pourrait continuer à être un peu déçu. Bref, je trouve que le paysage pousserait plutôt à être prudent sur les actions. Et du coup, enfin, on va pas faire une allocation ensemble sur le coin de la table, mais elle ressemble à quoi il doit ressembler à quoi, entre guillemets, le bon portefeuille du moment ? Alors, c'est un portefeuille qui est un peu compliqué, pas au titre des actions. Je crois qu'il faut soit être neutre, soit sous-pondérer un peu les actions. Et j'aurais envie de dire que pour ce qu'on a dit sur le change, pour ce qu'on a dit sur le tempo de la croissance, il faut peut-être être un peu plus dollar que euro. La complexité, c'est la classe d'actifs taux d'intérêt. À deux titres. Bon, d'abord, c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'ils baissent, ils n'ont pas baissé. Moi, j'ai envie de dire qu'au niveau actuel, je sais pas, un taux 10 ans américain à 4,50 ou 4,60, aller autour de 3 sur un taux à 10 ans français, le potentiel de baisse ne me paraît pas être très important. On a déjà intégré les éventuels assouplissements de politique monétaire. Et puis, il y a la question compliquée de la relation entre les taux longs et les marchés actions. Lorsque vous êtes en environnement de croissance, les taux longs montent et les actions montent aussi parce que vous vous dites, eh bien, la composante croissance des taux longs et des actions sont orientées à la hausse
tout va bien. D'accord. Par contre, si vous êtes dans une logique, je suis un peu désappointé, un peu déçu par ce qui se passe du côté des prix, dans ce cas-là, c'est une logique de prix qui prévaut. Et si il y a un peu de tension haussière sur les taux longs au titre de cette déception sur l'inflation, ça, c'est pas bon pour les actions. Donc, je devrais dire, avec l'histoire que je raconte, plutôt prudent sur les actions, plutôt plus confortable sur les obligations. Et je pense qu'on a du mal à vraiment être confortable sur les obligations. C'est pour ça que je m'en sors en disant les obligations passent sur des maturités trop longues, ne jouons pas du 10 ans, jouons plutôt des maturités courtes ou intermédiaires, du 2 ans par exemple, parce qu'il y a une capacité à être surpris. Quelques conseils pour se positionner. Merci beaucoup Hervé Goulet-Quer et le cabinet Accuracy qui nous accompagnait ce matin. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On poursuit notre voyage en ce mercredi matin au cœur de votre patrimoine et on accueille maintenant Jean-Marc Peter. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous pour Sofidy et on va bien évidemment ensemble parler immobilier. C'est vrai que quand on est un peu observateur et pas forcément tout à fait spécialiste, on entend beaucoup de choses sur l'immobilier et on se dit est-ce qu'il faut que j'y sois ? Est-ce qu'il faut que j'en ai ? Est-ce que c'est le moment d'acheter ? Est-ce que c'est le moment de vendre ? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il faut se débarrasser de son immobilier ? Certains peuvent voir quelques opportunités de se dire tiens, allez, je sors à bon prix, je sors parce que c'est le moment. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Alors, c'est vrai que depuis quelques mois, l'immobilier ne déchaîne pas les foules. Une des raisons peut-être, c'est le fait qu'on vit une configuration de taux absolument anormale et exceptionnelle, avec des taux courts qui rapportent plus que les taux longs. Pour juste vous donner un exemple, les taux jour le jour d'intervention de la Banque centrale, donc le taux jour le jour est à 4,5%, peut-être demain à 4,25%, alors que l'obligation 10 ans du Trésor français est à un peu plus de 3%. C'est-à-dire que je peux gagner plus en plaçant mon argent à court terme que si je prêtais à l'État pendant 10 ans. Eh oui. Et donc, il y a toute une série de produits qui sont apparus, qui profitent donc de cette anomalie temporaire et qui attirent évidemment les épargnants. Et c'est très bien, parce que aussi longtemps que ça va durer, et ça risque d'ailleurs d'être de moins en moins intéressant au fur et à mesure que les banques centrales baissent les taux, parce qu'on n'a pas vocation à rester dans cette configuration atypique, ça va rapporter de moins en moins. Alors la question qu'il faut se poser, ok, pour gagner effectivement en plaçant à court terme, mais est-ce que pour autant, il faut vendre l'immobilier qu'on achète normalement à long terme ? Est-ce qu'il y a de l'arbitrage à faire ou pas ? En fait, je pense pas, parce que l'immobilier, vous savez, c'est compliqué de rentrer et de sortir. On rentre pas dans l'immobilier le lundi pour sortir le mardi, parce que quelque part, on peut perdre jusqu'à 10%, les frais de notaire, les frais d'agence, etc. Et si jamais vous voulez vraiment faire cet arbitrage, il faut effectivement que ce produit dans lequel vous investissez à court terme vous rapporte au moins ce que vous perdez en vendant de l'immobilier. Et il faut ensuite que cet investissement que vous faites à court terme vous rapporte autant, par exemple, que les SCPI. Alors, les SCPI, pour avoir un ordre de grandeur, c'est environ 5%. C'est-à-dire qu'en fait, la première année, il faut que ça rapporte 15, les années suivantes, 5. Oui. Et de surcroît, comme on est quand même à long terme en matière d'immobilier, il faut aussi considérer les problématiques d'inflation. Or, tout le monde est à peu près d'accord aujourd'hui pour considérer que l'inflation va sans doute être entre 2,5 et 3% dans les années qui viennent. Et l'immobilier protège dans une certaine mesure de l'inflation, alors que sans doute les produits court terme, par définition, ils sont court terme, donc ne sont pas concernés dans une logique de protection de l'inflation. Donc vraiment, il faut y penser à 2 fois avant peut-être de vendre son immobilier, qui est un investissement à long terme, pour investir à court terme. En clair, vous êtes en train de nous dire que aujourd'hui, il pourrait y avoir le produit idoine, mais ce serait un peu un mouton à 5 pattes et donc difficile à trouver, quoi. Ce que je veux dire, c'est que il y a une configuration de taux aujourd'hui qui permet effectivement, avec les fonds euro boostés, mais bon, ça dure qu'un an ou 2 ans, avec les livrets, mais on voit déjà que les livrets commencent un peu à éroder leur performance, les produits structurés, les fonds datés immobiliers, ces produits-là, effectivement, c'est du sucre rapide. Vous gagnez plus qu'en
prêtant de l'argent à l'État pendant 10 ans, mais que ça va pas durer. Ça va pas durer. Donc ça peut être que dans une logique d'allocation. Je pense pas qu'il soit pertinent de mettre tout son patrimoine dans ces produits-là. Surtout que lorsqu'on est investi dans l'immobilier, c'est toujours un peu coûteux de faire des allers-retours en fait. Pour autant, Jean-Marc Peter, on le sait aussi, parce que c'est votre cœur de métier, les SCPI, elles ont poser des questions. Alors, c'est toujours plus simple de montrer celui qui dérange plutôt que de voir l'énorme masse. Et c'est vrai qu'il y a quelques SCPI qui ont fait parler d'elles avec des baisses de prix de part, avec ceci, cela, alors que l'ensemble de la classe d'actifs a finalement pas de problème. Mais malgré tout, il y a quand même des questions qui sont apparues ici et là, alors que depuis une dizaine d'années, j'ai envie de dire, c'était un long fleuve tranquille. La SCPI, tout le monde en voulait, notamment parce que on imaginait trouver le succès d'année à la baisse des fonds euros, etc. Aujourd'hui, quelles seraient les quelques caractéristiques essentielles que vous pointeriez et que doit offrir, entre guillemets, une SCPI? Aujourd'hui, avoir une SCPI et dormir tranquille, il faut avoir quoi? Il faut qu'elle ressemble à quoi? Caractéristiques et essentielles. Et me revendez pas que les Sofidy. Hein. Non. Pour moi, il y en a 3. Une SCPI, sa vocation, c'est d'atténuer le risque immobilier. Et la façon d'atténuer le risque immobilier, c'est d'être diversifié par nombre de locataires, par typologie d'actifs, par géographie. Et donc, il faut qu'une SCPI soit fortement diversifiée pour que les risques soient mutualisés. Il ne faut pas dépendre d'un locataire, il ne faut pas dépendre d'une géographie, il ne faut pas dépendre d'un type d'actif comme par exemple le bureau. Donc ça, c'est la première caractéristique. Ensuite, moi, je suis un vieux de la vieille et pour moi, la deuxième caractéristique d'une SCPI, puisqu'une SCPI, par définition, investit dans l'immobilier, c'est la qualité de l'emplacement. Aujourd'hui, on s'enivre un peu en voyant les rendements incroyables que certains acteurs promettent de délivrer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut acheter de l'immobilier qui rapporte beaucoup, mais on oublie que quand l'immobilier rapporte beaucoup, c'est souvent que, sans doute, il est un peu risqué. Donc, on va pas empiler... On va le dire tout de suite, d'ailleurs, ça n'est pas que dans l'immobilier. Hein. Oui. Normalement, quand on vous promet un produit qui a un rendement mirifique... Dites-vous, quelque part, il y a un risque qui doit être mirifique aussi. Donc pour moi, le deuxième point, si vous voulez, c'est l'emplacement. La qualité des emplacements. Et là, il faut que les épargnants soient attentifs et les SCPI publient énormément d'informations, et notamment la liste du patrimoine, qui se forgent leur opinion. Et la qualité de l'emplacement en matière d'immobilier, c'est... pour moi et pour nous et pour sans doute la majorité des acteurs en immobilier, la clé de voûte d'un investissement immobilier à long terme. On rappelle, en immobilier, on dit l'emplacement. Il y a 3 règles. L'emplacement. Il y a même une version anglaise, location. Et pour moi, le troisième point, c'est la qualité du gestionnaire. Donc, évidemment, c'est très... c'est très subjectif, la qualité d'un gestionnaire. Il y a beaucoup de nouveaux gestionnaires qui arrivent. Alors, sans doute sont-ils excellents, mais peut-être que la façon de s'assurer de la qualité d'un gestionnaire, c'est de regarder son historique. Et là, c'est vrai que de ce point de vue-là, et là, pour le coup, je plaide pour notre paroisse, les anciens gestionnaires peuvent avoir un historique intéressant. Donc c'est une façon de se rendre compte, c'est pas garanti, mais ça donne quand même des indices forts sur la capacité qu'a le gestionnaire de SCPI de bien gérer les actifs immobiliers. Donc du gestionnaire, on a bien dit, mais c'est-à-dire que, parce qu'il y a eu un petit débat sur est-ce que finalement celles qui vont le mieux s'en sortir, ce sont les vieilles SCPI ou les jeunes SCPI? Vous avez certainement entendu comme moi cette question. Alors, donc aujourd'hui, c'est quoi? C'est le gestionnaire justement qu'il faut regarder, mais peut-être un gestionnaire avec son histoire, avec son habitude, mais qui serait capable de sortir une jeune SCPI ou enfin voilà. Oui, alors on peut avoir des jeunes SCPI et des gestionnaires qui ont de l'expérience.
Mais vous savez, les jeunes SCPI et les SCPI, l'intérêt de l'immobilier... Le débat n'est pas là, parce que vous investissez généralement pour plus de 10 ans, donc c'est du long terme. Donc les jeunes SCPI aujourd'hui, c'est les vieilles SCPI de demain. Et on a connu, il y a 15 ans, des jeunes SCPI qui aujourd'hui vont pas très bien. Donc tout le monde se retrouvera finalement. Le juge de paix, c'est ce qui va se passer dans 10-15 ans. Et ce que je voulais quand même rajouter, c'est que effectivement, il y a eu beaucoup de points, beaucoup de débats, beaucoup de constatations pour certaines classes d'actifs de baisse de valeur. Pour autant, le dividende est toujours là et les gens investissent pour du rendement, pour avoir des compléments de revenus à la retraite. Et lorsque vous portez un investissement immobilier sur plusieurs dizaines d'années, parce que c'est le cas dans les SCPI, vous regardez surtout le rendement et le rendement à terme pour justement soutenir votre pouvoir d'achat lorsque vous arrivez à la retraite. Diversification, emplacement et qualité du gestionnaire. Voilà les 3 critères qu'il faut avoir en tête. Nous avez-vous recommandé. Merci beaucoup Jean-Marc Péter Cédric. et Sophie Di qui nous accompagnaient dans Cœur de patrimoine. Et nous on se retrouve dans un instant. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on accueille pour terminer Cœur de patrimoine cette semaine Philippe Crevel. Bonjour Philippe. Bonjour Cédric. Pour le cercle de l'épargne. Et on va parler d'un éventuel produit d'épargne européen. Si vous avez suivi les rencontres récentes entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz, vous avez peut-être entendu parler de ce produit d'épargne européen sponsorisé, on va dire, par les dirigeants. Quels seraient les objectifs d'un produit d'épargne européen ? Alors, Emmanuel Macron, reprenant en cela d'ailleurs des propos de Bruno Le Maire, rêve de mobiliser l'épargne liquide qui dormirait sur les comptes courants, sur les livrets, pour l'orienter vers les entreprises et puis pour financer la transition écologique qui va coûter quelques milliers de milliards d'euros dans les prochaines années. Et donc, ce serait de mobiliser cette épargne liquide vers, donc, en particulier la transition écologique. Ouais, enfin, j'ai envie de dire, ce vœu, je vais peut-être pas mettre pieux, mais presque, on l'entend de multiples fois et on a envie de se dire, j'imagine qu'en Allemagne, mais en tout cas en France, il y a 1, 2, 3 au moins produits qui sont là pour être les réceptacles de cette épargne. En quoi est-ce que finalement un produit se distinguerait de ce qui existe déjà aux échelons nationaux ? Alors, en France comme en Allemagne, il y a une préférence marquée pour l'épargne liquide. En Allemagne, on aime bien laisser son argent sur les comptes courants et sur les livrets bancaires. En France, on est très épargne réglementée, livret A, livret de développement durable, et peu orienté vers les actions. Donc l'idée, c'est de transformer cette épargne liquide, qui est chiffrée à plusieurs milliers de milliards d'euros, pour l'orienter plus vers l'économie dite productive. Et on se dit que l'Europe, c'est la bonne dimension. Parce que derrière l'idée de ce produit, il y a également le marché unique des capitaux européens. Assez bizarrement, on a une monnaie commune, l'euro, mais on n'a pas avancer vers la création d'un véritable marché des capitaux européens unifié avec des produits qui seraient trans-européens. On pourrait avoir un produit en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne. On pourrait d'ailleurs le porter sur ses épaules si on changeait de pays. Or ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et ça, ce serait un des avantages. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme avantage économique, financier à avoir ce type de produit ? Qu'est-ce qu'il apporterait aux épargnants ? Donc, le grand avantage, c'est donc la profondeur de marché. C'est d'avoir un produit qui ne soit pas borné par les frontières nationales et d'avoir, comme les États-Unis, un marché. Donc là, pour l'Europe, 450 millions. Si on en reste à la zone euro, à peu près 300 millions d'habitants, ce serait donc d'avoir une grande profondeur de marché. Et qui dit profondeur de marché dit mutualisation. Qui dit mutualisation dit diminution des risques pour les investisseurs comme pour les épargnants. Et donc, possible rendement plus élevé que si je fais un produit stricto sensu français, allemand ou italien. Donc c'est également dynamiser l'épargne et mutualiser, limiter les risques. Pour autant, il faut aussi se poser peut-être la question, justement, vous parlez de risque, de sécurité, de garantie. On sait que là, pour le coup, quand on voyage un peu en Europe, on n'est pas tout à fait couvert de la même façon en fonction des frontières dans lesquelles on joue. Donc, comment faire, comment traiter cette question-là ? Quelles seraient les mesures qui devraient être prises pour garantir un petit peu ce produit ? C'est bien le problème. C'est que quel type de produit souhaitons-nous avoir ? Est-ce que c'est un produit avec garantie en capital ?
un livret A, on va dire, revu et corrigé, ou est-ce que c'est un produit, on va dire, d'action, avec un compte titre, un plan d'épargne en action? Globalement, c'est plutôt l'idée. Ce serait plutôt de travailler sur un PEA européen ou sur un PER européen. Ce qui est assez d'ailleurs amusant, c'est qu'il y a déjà un produit européen de retraite, mais qui n'a pas du tout fonctionné. Ouais. C'est le plan pan-européen de retraite. Et donc là, on voudrait le réinventer. Ce qui prouve bien que c'est compliqué. Parce que justement, ce que vous avez dit, Cédric, c'est qu'il y a des réglementations différentes, il y a des pratiques de l'épargne différentes, et je n'ai pas parlé de la fiscalité, où alors là, évidemment, ça varie énormément d'un État à un autre. En fait, il y a énormément d'obstacles qui restent aujourd'hui à franchir, même si nos deux dirigeants semblent sur la même longueur d'onde, les obstacles ne manquent pas. C'est un véritable défi. D'ailleurs, l'échec du produit pan-européen de retraite, qui a été donc institué en 2022, et qui aujourd'hui n'est même plus proposé par un établissement financier français, prouve bien que c'est compliqué d'imaginer un produit européen compte tenu des réglementations. Alors, en ce qui concerne le produit européen de retraite, il faut dire que le gouvernement français, en lançant au même moment son PER, son plan d'épargne retraite, n'a pas facilité donc le développement de ce produit européen. Mais on voit bien que pour les banques, pour les établissements financiers, pour les assureurs, il faut qu'il y ait des règles communes, il faut qu'il y ait donc un véritable effet masse pour que ce soit donc jouable. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait souhaité qu'il y ait plus d'établissements pan-européens, qu'il y ait des banques en France qui soient réellement européennes. Il visait un petit peu une société, mais c'est vrai qu'on a des marchés. Vous voulez dire ça va avec les déclarations précédentes qui ont parfait les choux gras de la Bourse de Paris, enfin tout à fait. Compartiment bancaire. Donc, il faut voir qu'on reste aujourd'hui sur des marchés de l'épargne qui restent extrêmement nationaux et déverrouillés, comme le souhaite à juste titre, et ce serait bon pour l'Europe, ça va être un défi important à relever. C'est une autre façon, enfin, ce serait le complément de ces pièces qu'on a, de ces billets qu'on a dans la poche et qui n'existaient pas, vous le rappeliez au début, c'est-à-dire de continuer une intégration financière, d'épargne au niveau européen, d'être encore un peu plus ensemble finalement. L'euro a 25 ans. Or, on n'a pas forcément avancé sur l'autre aspect qui est l'épargne, les produits financiers, les produits d'épargne retraite. Et donc, il y a une marche. On a tout ça, mais ça resterait. Voilà. Il reste une marche importante à franchir au niveau des marchés de capitaux. On a même un petit peu régressé avec la crise des dettes souveraines. Il y a une tendance à la frilosité. Les Français financent les Français, les Italiens, quand avant la crise des dettes souveraines, l'argent circulait plus fortement. Donc, il y a une volonté des dirigeants, en particulier français et allemands, de remettre sur donc le devant de la scène cette histoire de marché unique des capitaux européens et d'avoir des produits derrière qui puissent s'alimenter. Donc, un produit d'épargne pour les citoyens, des obligations communes, enfin, c'est le deuxième pas de l'Europe économique et monétaire ? Ce serait le deuxième pas, ce serait d'aller vers plus de fédéralisme financier. On voit que c'est pas forcément l'appétence au niveau des peuples. Donc là, évidemment, il y a une nécessité de pédagogie forte en la matière. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron, avec donc le chancelier allemand, a souhaité donc relancer ce débat. Et vous y croyez ? J'y crois parce que je suis européen. Bon. Bah écoutez, on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine, et de suivre l'évolution de ce produit d'épargne européen. Merci beaucoup, Philippe, d'être passé. Philippe Crevel, le cercle de l'épargne. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain et je vous souhaite une très bonne semaine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.